Bonjour et bienvenue. Cette fois, moi, je suis prête. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai mes jumelles, j'ai mes guides, surtout celle-ci, des oiseaux du Costa Rica, parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très, très intéressant. Vous allez découvrir les oiseaux et les oiseaux de notre pays. Moi, je suis une personne qui est très, très fan des oiseaux et je travaille en tant que guide touristique ornithologique au Costa Rica. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir vous apprendre un peu sur la diversité en oiseaux et aussi les généralités des oiseaux, pas seulement de notre pays, mais aussi du monde. Alors, quand vous réfléchissez à un oiseau, qu'est-ce qui vous vient en tête? Vous pensez à quoi? C'est quoi un oiseau pour vous? Alors, on sait déjà que les oiseaux sont des vertébrés qui vont pondre des œufs, ovipares, qu'il s'agit des animaux à sang chaud qui vont posséder justement la capacité de voler. Et ils se caractérisent aussi parce que chaque oiseau va avoir un bec, des plumes, des ailes, en guise des membres. Et ils ne sont pas les seuls animaux à voler, ça on le sait très bien. Par exemple, il y a des chauves-souris, mais ce sont les seuls à porter justement les plumes. Et les plumes ne sont pas les seules adaptations anatomiques de ces animaux, leur métabolisme, ainsi que leur forme et la fonction de leur bec a changé au fur et à mesure des années, justement pour mieux s'adapter au monde. On va parler des oiseaux, principalement en chiffres, parce qu'il y a quelques chiffres clés à retenir. Il y aurait environ 50 milliards d'oiseaux dans le monde. Et alors, les oiseaux sont justement répartis en nombreuses espèces différentes que l'on estime qu'il y a. Récemment, on a dit entre 9500 et 11 000 espèces d'oiseaux sur Terre. Donc imaginez-vous la quantité. Les oiseaux figurent aussi parmi les espèces les plus importantes de l'écosystème terrestre, mais bien sûr, si il s'agit d'animaux qui volent. En effet, sans les oiseaux, nombreuses espèces animales et végétales pourraient disparaître. Les oiseaux assurent notamment la pollinisation et la reproduction de nombreuses plantes. Ils sont également des membres importants de la chaîne alimentaire dont on a parlé récemment. Ils sont tellement importants pour les humains car ces oiseaux vont se nourrir de divers insectes et vont permettre de contrôler naturellement les ravageurs. On a plus ou moins 550 oiseaux qui sont observés régulièrement en Europe. Et au Costa Rica, on a environ 935 répertoriés, notamment en 2023, d'après la liste officielle d'oiseaux du Costa Rica que vous trouverez sur le site de l'association ornithologique. On peut aussi parler des caractéristiques des oiseaux. Donc, quand on parle, tel qu'on vient de le dire, ce sont des animaux qui ont un corps recouvert de plumes, qui possèdent des ailes, qui ont un bec. Ce sont des oiseaux qui sont dépourvus de dents. Donc, les oiseaux n'ont pas de dents, ils sont plutôt adaptés au vol. Et il faut se dire aussi que certains, comme l'autruche, n'a pas justement la performance de pouvoir voler parce qu'il s'agit des oiseaux très très lourds ou les manchots qui vivent plutôt dans l'eau. Donc, ces animaux qui ne peuvent pas voler. On peut dire que les oiseaux n'ont pas d'organes sexuels externes et les oreilles des oiseaux sont cachées sur un plumage et son pavillon externe. Donc, c'est pas comme nous avons des oreilles, les oiseaux, ils n'ont pas d'oreilles comme nous. Les plumes en forme d'oreilles chez les hiboux ou chez les chouettes ne sont pas utiles à l'audition. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on peut voir avec la morphologie d'un oiseau, parce que ce n'est pas si évident. On pourrait avoir des informations ou des choses qui pourraient nous confondre. On parle aussi justement de la biodiversité. Et quand on parle de l'importance de la biodiversité, il faut se dire que le mot biodiversité va désigner l'ensemble des êtres vivants, des écosystèmes dans lesquels les animaux vont vivre, ainsi que la diversité génétique au sein des espèces. Les oiseaux vont constituer de véritables baromètres de la santé de la planète et de la biodiversité. Et quand je dis le mot baromètre, c'est-à-dire que s'il y a un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux, on va savoir qu'il s'agit d'un endroit qui est sain, qui a de la nourriture propre et bien, pour nourrir pas seulement les oiseaux, ça va être seulement un bien indicateur, mais aussi pour nourrir d'autres espèces. C'est-à-dire qu'il y aura des plantes qui pourront nourrir les oiseaux, qu'il y aura d'insectes, ça va indiquer qu'il n'y a pas autant d'insecticides qu'on pourrait le croire. Et même, c'est pour ça qu'il faut protéger ces animaux qui sont malheureusement sur une menace et des dangers évidents, parce qu'il y a des pertes d'habitat, et ceci exerce une grande pression sur les oiseaux et surtout sur la biodiversité en général.
Les oiseaux sont soumis à une pression sans précédent à l'échelle mondiale, on le sait. On sait que près de la moitié des espèces d'oiseaux présentent des effectifs tout en déclin, on voit des disparitions, pas de disparition, contre seulement les 6% en augmentation. Il y a, par exemple, 1409 espèces qui figurent aujourd'hui sur la liste rouge mondiale, et malheureusement, nous savons presque 200 espèces qui sont déjà disparues. Et c'est ce qui révèle le rapport scientifique que j'ai lu récemment, State of the World of Birds, 2022, parce que des fois je reçois la liste d'oiseaux du monde de BirdLife International. Je vous invite aussi à suivre ces sites. Si vous voulez apprendre par rapport aux oiseaux, vraiment, cliquez en ligne, vous cherchez BirdLife International et vous pouvez avoir des informations de base, des quiz, des choses comme ça qui pourraient vous apprendre beaucoup de choses par rapport aux oiseaux. Et, BirdLife aussi identifie d'autres raisons de la crise mondiale de la biodiversité et propose des solutions. Par exemple, moi maintenant j'habite en Suisse et je sais qu'en Suisse, la situation est très critique dans ce pays. Et, il y a une grande proportion d'espèces menacées, 3 fois plus élevée qu'au Costa Rica ou ailleurs. Mais bon, parlons des choses un peu plus joyeuses. Et qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette vidéo en dehors aussi des... je parlerai tout à la fin de certaines espèces d'oiseaux du Costa Rica, mais vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit, l'évolution des oiseaux, de leur adaptation, leur reproduction. Je parlerai également de l'ethnologie, éthologie, la migration et la relation homme-oiseau. Parce que c'est très important justement de connaître ces informations de base pour mieux comprendre comment se comportent, comment agissent les oiseaux de notre pays. Et je vais commencer justement par parler un peu de ce qui est la classification des oiseaux, l'origine des oiseaux, surtout en ce qui est l'adaptation. Et puis, je parlerai tout à la fin aussi de ce qui est la migration et autre chose aussi importante. Quand on commence à découvrir les oiseaux, et des fois on se demande mais comment c'est possible? Comment quelqu'un a classifié les oiseaux et d'où sortent les oiseaux? Quand on parle de la classification, on peut dire que les oiseaux font partie des vertébrés, particulièrement du groupe des tétrapodes, c'est-à-dire les vertébrés qui possèdent 4 membres, ainsi que les amphibiens, les mammifères et tous les reptiles. Et on dit que les oiseaux d'aujourd'hui proviennent d'un dinosaure. Un dinosaure qui s'appelle Archaeopteryx. Quand on parle d'Archaeopteryx, il faut se dire aussi qu'on n'est pas si certain. Les dépôts fossiles ne fournissent pas, ou ils fournissent peu d'informations sur l'origine des oiseaux, car non seulement le squelette d'un oiseau est très fragile, mais le nombre de ses os sont creux et très friables. Quand on regarde, vous savez, peut-être manger du poulet, on vous regardez l'intérieur d'un os de poulet, vous allez voir qu'il s'agit d'un os qui peut casser facilement, comparé aux autres animaux. Et des fois, quand on veut étudier les oiseaux et leur histoire et d'où ils proviennent, les restes, justement, les couches sédimentaires qui restent de ces fossiles sont difficiles et sont friables. Ce sont des restes qui peuvent casser. Il est probable aussi qu'un bon nombre d'oiseaux préhistoriques ont été proies d'animaux carnivores. On estime qu'entre 1,5 million et 2 millions d'espèces ont vu leur jour depuis l'ancien oiseau connu, justement l'Archaeopteryx, que les spécimens recueillis ne permettent guère de prouver l'existence de plus de 12 000 de ces espèces. Et justement, en parlant de ce dinosaure, dont on dit qu'il est justement à la tête et que les oiseaux, ces descendants à plumes, sont justement à l'origine grâce à Archaeopteryx. Même si l'origine précise des oiseaux est un peu incertaine, on pense qu'ils sont des reptiles, qu'ils sont des reptiles pour des ancêtres. Une théorie a été bien étayée et dit que les oiseaux vont descendre d'un sous-groupe de dinosaures, théropodes. On dit que ce sont des dinosaures qui peuplaient la Terre il y a 1200 millions d'années. On affirme ceci parce que ces dinosaures avaient des clavicules qui permettraient d'établir justement un lien entre ces dinosaures-là et les oiseaux. Chez les oiseaux, les caractères vont jouer justement un rôle primordial dans leur aptitude de voler, alors que chez les dinosaures, cet os est en forme de V, a évolué pour servir plutôt des supports aux courtes pattes intérieures avec lesquelles ils s'attrapaient leur proie. Il s'agissait justement, quand on parle de Archaeopteryx, c'est un oiseau du Crétacé, donc du Crétacé inférieur, de 130 millions d'années. On dit qu'il ressemblait déjà beaucoup à nos oiseaux actuels.
c'est une espèce de dinosaure disparu dont on a retrouvé plusieurs fossiles à l'entour semblait justement l'oiseau l'ancien les plus connus. Et on les classe maintenant plutôt comme un dinosaure à plumes et non un vrai oiseau. Ben, il n'est pas. euh, on dit qu'il est un cousin des oiseaux ou un ancêtre de nos oiseaux. Et lors de l'extinction du Crétacé, il y a 66 millions d'années, tous les dinosaures sauf certains oiseaux ont disparu. Et ensuite, d'autres espèces, bien sûr, on connaît ça déjà. Et les oiseaux se sont multipliés petit à petit avec leur évolution. On a parlé également d'une classification, et c'est pour ça qu'on avait commencé avec les cours ou la vidéo de la classification moderne de l'histoire naturelle. Quand je fais mention à l'histoire naturelle, je vais parler principalement dans le but de vous faire comprendre comment les animaux sur Terre sont organisés. Et on dit que la classification moderne des lignins, c'est une classification qui a recensé plus de 10 000 à 11 000 espèces récentes d'oiseaux qui sont identifiées et le forme environ 200 familles. Donc vous voyez juste au milieu de cette photo, il y a les familles. À côté, il y a les ordres. Et quand on parle d'espèces, c'est pour ça que je fais mention à la quantité d'espèces sur Terre, les 11 000 espèces sur Terre, ben, elles sont regroupées en 200 familles, plus des 202 000 genres différents, et il y a aussi des ordres différents. Et près des 2 tiers des espèces elles ont été identifiées, on va dire plus ou moins 6 000 espèces qui vont faire partie des passeriformes. Donc on a l'un des groupes les plus importants. Vous voyez que sur cette image, là où il y a des oiseaux, on a tout en haut les accipitiformes, toutes les aigles, les bouzards, les buses, les milans, les futurs. Après, on a les anatidés ou insériformes, c'est tous les canards. Puis, on a les colombiformes qui font justement de la famille des colombes. Après, on a les laridés, c'est les goélands, les muettes, les cesternes, les oiseaux des plages. On a ensuite les falconiformes, le faucon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'ils ont des caractéristiques communes avec les aigles ou autres, vous voyez qu'on ne le place pas dans la même famille, parce qu'il y a des raisons qui ont fait le scientifique les classer dans un ordre très différent, dans une famille très différente. On a aussi les galliformes, on parle principalement des lagopèdes, des perdrix, des thrax, ce sont des oiseaux qui n'existent pas chez nous, donc des faisans. On a quelques espèces, mais c'est pas très commun. Puis le passeriforme, vous voyez comme justement l'ordre des passeriformes, on va se subdiviser en différentes familles. Il y en a tellement de familles, c'est l'ordre le plus grand qui comporte le plus de familles justement dans la Terre et dans la planète d'oiseaux. C'est très intéressant. Et puis, nous savons les pélécaniformes. On parle de tout ce qui est des aigrettes, hérons, bureaux, tout ceci. Les pisciformes, c'est tout ce qui est les pics. Et finalement, on a les strégiformes, c'est juste un exemple. On a des hiboux, des chouettes, des grands-ducs, entre autres. Mais vous verrez par la suite que ça va être un peu plus facile de comprendre cette classification. Donc il faut pas avoir peur. Pour mieux comprendre ceci, on va dire également, on va parler des adaptations chez les oiseaux. Je vous ai mis cette photo qui représente pour moi une manière plus simple de parler de l'adaptation du bec, parce que les oiseaux ont une sorte de mandibules, justement avec des lames cornées. Ce sont des becs dépourvus de dents. Et le bec va permettre aux oiseaux de manipuler la nourriture sans toutefois qu'il y ait la mastication. Donc la taille, telle que vous les voyez sur cette photo, la forme du bec vont nous permettre de comprendre quel type de nourriture l'oiseau va manger. Et le bec, selon sa morphologie, peut avoir justement d'autres fonctions multiples, telles que creuser des trous, feuiller, manipuler des matériaux pour construction de nids, entre autres. Donc ici, on a par exemple l'oiseau généraliste avec un gros bec. Celui-là, il va se nourrir un peu de tout. Après, on a les oiseaux tout petits avec un tout petit bec, c'est un peur plutôt fin et puis bien pointu. Celui-là, il va être plutôt insectivore. On a les piscivores, tels que justement la troisième image.
Ce sont des oiseaux qui vont se nourrir principalement de poissons, qui vont vivre au bord de la mer. Après les limicoles, hein, qui vont justement avoir un bec un peu creusé sur les sables. Puis ce sont des oiseaux qui vont vivre au bord de la mer aussi. On a des granivores qui vont avoir un bec plutôt costaud, plutôt fort, qui va leur permettre justement d'écraser les graines. Les granivores spécialisés, on a des oiseaux, celui-là, cette photo, il va être plutôt en Europe. Et puis d'autres limicoles, mais il y a aussi le bec, parce que, des flamants roses, qui va être avec, pour filtrer l'eau et pour se nourrir de tout ce qui est, tout ce qu'ils peuvent avoir dans l'eau, que ce soit des crustacés ou autres. Ça va justement leur permettre de filtrer ceci, d'enlever le sable, d'enlever d'autres choses qui ne vont pas être pour se nourrir, mais de prendre plutôt ce dont ils auront besoin pour se nourrir. Après, nous savons des nectivores, ou nectarivores, comme les colibris, mais aussi comme les oiseaux d'Afrique, qui vont avoir un bec assez fin. Il y a, justement, on les appelle les sucriers, qui vont se nourrir des nectars des fleurs. Après, on a les frugivores, comme le toucan, et autres sortes de becs. Et il faut faire aussi, on peut identifier le rapace, charognard, ou les carnivores, comme les oiseaux des proies, grâce à leur bec. Il y a une autre adaptation qui est très intéressante également, il s'agit des ailes et des plumes. Donc il y a des différents types des ailes et des plumes tels que vous les voyez. On a l'anatomie de l'aile qui est très complexe, qui va avoir différents muscles qui vont permettre justement des régimes. Donc le régime, c'est notamment le nom qu'on donne aux ailes des oiseaux. Les régimes, ce sont les plumes les plus rigides d'un oiseau et qui vont être très très importantes pour pouvoir voler. Donc juste amont. Et puis, on a d'autres parties des ailes qui sont importantes. L'une des clés, par exemple, du vol réside à la structure des plumes. Il y a des petites barres, telles qu'on les voit dans la deuxième photo. Il y a toutes les plumes, l'une à côté des autres. Et ce sont des plumes plutôt ramifiées qui vont être accrochées au rachis. Le rachis, c'est les tubes centrales. Des fois, ça va s'entremêler, il va former justement une voilure qui va permettre de pouvoir se suspendre dans l'air. Donc, il n'y a pas seulement pour avoir la force, mais pour avoir aussi pour pouvoir un peu comme flotter dans l'air, si on le dit dans ce sens. Et il y a aussi les pattes qui se sont adaptées avec les années. On peut reconnaître quelques familles grâce à la forme des pattes. On a des pics qui ont les quatre pattes, les lagopèdes avec les grands doigts devant. On a d'autres espèces. Donc, à l'instar du bec, l'apparence des pattes varie selon les espèces. La disposition des doigts, la longueur des griffes va être très importante. Il y a aussi la présence des palmures, par exemple dans les oiseaux comme les oiseaux qui vivent dans le lac ou autres, comme les canards. Et on a aussi, par exemple, les mandibulles à rapaces, ou les rapaces qui vont avoir des pattes qui vont leur permettre de capturer efficacement leurs proies. Il y a les oiseaux limicoles qui ont des pattes, des doigts très très longs, comme on le voit justement plutôt sur la fin de la photo à votre gauche. Et puis, il y a des oiseaux qui vont avoir des pattes pour pouvoir se percher, pour pouvoir se mettre sur les arbres. On parle aussi de l'anatomie du vol, c'est une adaptation impressionnante. Les oiseaux, sauf quelques exceptions, ont évolué de manière à pouvoir décoller et à se soutenir justement en vol. Et ça va changer selon chaque espèce. Ils ont pour ceci des œufs rigides, pneumatiques. Ce sont des œufs un os qui va être muni des poches d'air. Et ça va varier selon l'espèce. Pour pouvoir voler, les muscles aussi pectoraux vont être surdéveloppés, principalement pour ce qui concerne les battements des ailes. La réduction et la restribution de la masse corporelle sont dedans, par exemple, les oiseaux ont perdu leurs dents justement pour ne pas avoir autant de poids. Ils ont perdu aussi les os de la mâchoire. Il y a des organes qui ont été disposés près du centre des gravités pour pouvoir mieux voler. Ils sont les oiseaux des sacs aériens. Ce sont des poches membraneuses très 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 fines liées aux branches qui vont participer à la ventilation efficace des poumons. Donc, quand les oiseaux font du cardio, justement, pour mieux voler, pour mieux faire. Et les plumes dont on a déjà parlé, elles permettent de se propulser et planer. Et après, il y a d'autres caractéristiques aussi assez importantes, donc, qui vont servir principalement pour ce qui concerne la reproduction. On parle par exemple du système cardiaque, circulatoire, respiratoire chez les oiseaux sont très performants. Les oiseaux ont un grand débit sanguin, ils ont un flux d'air continu et ils ne vont pas gaspiller leur respiration, que ce soit pour les vols, que ce soit pour la reproduction. Et bon, en faisant référence à la reproduction, je vous parlerai principalement de ce qui est la formation des couples. Ce qui est très intéressant chez les oiseaux, c'est que les choix d'un territoire va dépendre des ressources alimentaires.
que l'endroit va en avoir. Si l'endroit est sécurisé et qu'il offre des possibilités d'y aménager un nid, l'oiseau va les choisir. Ce choix va être déterminant pour la survie de l'oiseau et de sa progéniture, mais il faut aussi, après, défendre cet endroit, ce territoire contre les intrusions d'oiseaux. Il y a des mêmes espèces qui vont vouloir prendre la place pour prendre les nids, alors il faut bien choisir l'emplacement contre la convoitise des autres oiseaux. Il y a les types de territoires. C'est aussi très important de parler des types de territoires parce que si l'endroit est propice, la femelle va choisir les mâles pour l'occuper et puis toutes les zones de reproduction, c'est cet endroit. Certains oiseaux ils vont y rester fidèles à l'endroit qu'ils ont choisi après 13 années, d'autres vont juste changer de territoire. Il y a des territoires, bien sûr, qui vont servir pour faire leur nid, d'autres qui vont servir principalement pour dormir, d'autres vont servir qu'à se nourrir. Et chaque territoire est bien délimité et assez permanent. Et il y a juste parfois aussi justement, soit ils vont aménager un peu le territoire en mettant des buissons, en mettant un peu, comme on le voit pour le nid ici, des petites plantules qui vont justement améliorer l'endroit. Et le territoire fait partie aussi importante de la séduction. Pourquoi je dis ceci? Parce que les femelles sont sensibles à la qualité du territoire. C'est comme si nous, on construisait une maison et on voulait se marier ou on voulait former une famille. On ne va pas choisir la personne qui a fait la pire maison. On va choisir la meilleure maison, avec les meilleurs endroits, avec des jolis lits pour pouvoir, je sais pas, avoir des enfants, etc. etc. Bon, c'est la même chose sur les oiseaux. Les femelles sont sensibles à la qualité du territoire, selon ce qu'ils proposent les futurs partenaires. Et ils vont chercher pas seulement l'abondance et la nourriture, mais c'est aussi la protection pour la saison des amours. Donc le mâle dont le territoire offre les meilleurs avantages va attirer un plus grand nombre de partenaires. Comme un monsieur qui est beau, qui a plus d'argent, qui a plus de possibilités, il va attirer plus de personnes qui est un peu cher, par exemple. Donc on peut le dire comme ça, c'est la même chose pour les oiseaux. Et par exemple, le colibri qui a réussi à investir un site de nectar où il y a beaucoup d'abondance de fleurs va être beaucoup plus attirant qu'un colibri qui a choisi de faire son territoire là où il n'y a qu'une seule fleur. Il y a aussi ce qui est intéressant chez les oiseaux, c'est l'appariement. Lorsqu'on s'aventure une première fois sur le territoire du mâle, la femelle n'est pas vraiment très bien accueillie. Une femelle qui arrive, les mâles ils sont un peu plus non, non, je ne te veux pas ici. Donc elle va adopter une attitude des soumises pour faire progressivement disparaître l'agressivité du mâle. Donc elle va un peu plus ou moins les séduire, les dire non, t'inquiète pas, écoute, je suis là pour toi, tu dois pas te fâcher contre moi. Et l'oiseau mâle, une fois que ça arrive, lui il va commencer à la courtiser. Le cérémonial de séduction. On parlait du territoire de séduction avant, donne lieu à des différentes démonstrations. Par exemple, le mâle il va donner de la nourriture à la femelle, il va aussi se battre un peu contre les autres mâles qui viennent pour voir ce qui se passe. Et il va essayer pas seulement de la séduire avec des chants, avec des mouvements, mais aussi en la protégeant. Il y a des liens du couple chez les oiseaux, et moi je trouve ça très très intéressant. Ce sont des oiseaux ou des animaux qui peuvent être fidèles ou pas. Donc il y a certains oiseaux qui vont être fidèles toute leur vie. Il y a d'autres qui vont changer de partenaire chaque saison, donc comme chez les humains. Et certaines espèces ne connaissent pas la vie de couple. Des fois, il y a le mâle qui s'accouple avec plusieurs femelles et ne participe pas à l'élevage des petits, comme chez les humains. Et la plupart des passereaux, dont je viens de vous dire que c'était les groupes les plus grands chez les oiseaux, forment un couple au printemps qui se réforme l'année suivante. Et on ne peut pas parler ici des fidélités quand il s'agit de ceci. C'est plutôt lié à ce que les oiseaux ont tendance à migrer et à réintégrer chaque année le même territoire. Donc ils ont plus de chances de se revoir. Et maintenant, parlons de ce qui est la ethnologie, c'est-à-dire la science qui étudie le comportement des espèces animales dans leur milieu. Moi, je vais vous mettre une petite vidéo. La science démontre de plus en plus que l'expression péjorative « avoir une cervelle d'oiseau » ne pourrait pas être plus loin de la réalité. En fait, les capacités cognitives des oiseaux sont surprenantes.
Celui-là, aucun doute, c'est une cervelle d'oiseau. Avouons-le, ce n'est pas un compliment. Mais pour le spécialiste du comportement animal, l'insulte mérite quelques précisions. Les oiseaux, on pensait avant que c'était pas intelligent. On pensait que ça n'avait pas le cerveau pour être aussi intelligent qu'un mammifère, parce qu'ils n'ont pas de cortex. L'intelligence telle qu'on la connaît chez un singe, vous savez, ça existe chez beaucoup d'oiseaux, avec un système nerveux entièrement différent. Pourquoi certains oiseaux sont-ils plus intelligents? Pourquoi certains sont-ils innovants, c'est-à-dire capables de trouver une solution à un problème donné, comme ici où l'oiseau se sert du pain comme appât? Louis Lefebvre, expert de la question, a trouvé une partie de la réponse. Et c'est en combinant science et ornithologie amateur qu'il y est parvenu. La chose merveilleuse dans l'innovation, c'est qu'il y a des centaines de milliers de personnes partout dans le monde qui aiment les oiseaux, qui vont les observer. Ils connaissent ce qui est normal chez un oiseau, puis dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas fréquent, qui est inusité, il y a toute une tradition dans les revues d'ornithologie, à la fois amateurs et professionnels, pour rapporter ces choses inusitées. Et donc, c'est une banque de données fantastique. Dans un récent papier, Louis Lefebvre et ses collègues expliquent que l'intelligence aviaire serait le fruit d'une combinaison, celle d'un gros cerveau et d'un grand nombre de neurones. Et ces neurones se situent dans une zone spécifique, le nidopallium caudolatéral. Un peu comme le cortex préfrontal chez l'humain, le nidopallium caudolatéral est la région du cerveau aviaire utilisée pour certaines fonctions, comme la planification, l'abstraction et la résolution de problèmes. Pour mieux saisir le rôle de cette structure, on a eu l'idée d'y dénombrer les neurones. Et là, on s'est rendu compte que certains oiseaux avaient une densité de neurones supérieure et un nombre de neurones supérieur à des singes dans des parties de cerveau équivalentes. Fait que l'équivalent du cortex chez un perroquet ou un corbeau, il y a plus de neurones là-dedans que dans l'équivalent chez un singe comme, mettons, un macaque ou un capucin. Il y a des oiseaux qui en ont 1 milliard, presque 2 milliards chez un gros perroquet, presque 2 milliards de neurones dans l'équivalent du cortex. C'est énorme. C'est plus dense que ce qu'on retrouve chez un mammifère du même poids corporel. Le cerveau étant d'une complexité remarquable, la quantité de neurones suffit-elle à expliquer l'innovation? La réponse n'est pas si simple. C'est-tu la partie du cerveau comme notre cortex préfrontal? C'est-tu la taille, le volume, ou c'est-tu le nombre de neurones qu'il y a là-dedans? C'est-tu le nombre de synapses que chaque neurone fait? C'est-tu l'expression des neurotransmetteurs puis de leurs récepteurs? Chose certaine, dans le règne animal, la quasi-totalité des neurones se forment durant la gestation, un paramètre majeur dans l'expression de l'intelligence aviaire. Chez l'humain, chez presque tous les animaux d'ailleurs, les oiseaux, les mammifères, la très grande majorité, sinon la totalité des neurones qu'on va avoir, c'est quand on est très jeune. Et donc, si on allonge la période de notre développement, on va allonger la période de neurogénèse. Des observations montrent aussi que le temps passé au nid et l'approvisionnement par les parents influencent son développement. Il y a un lien très fort entre la taille du corps et la taille du cerveau et le nombre de neurones. Donc, ta gestation est plus longue, ton développement est plus long, tu as plus de neurones dans ton cerveau. Donc, si l'intelligence et l'innovation, c'est une façon de gérer les changements puis de trouver des solutions, ça va donner... On a compris à quel point les oiseaux sont intelligents, à quel point ils font des choses quand même incroyables. On ne peut pas dire qu'une personne a justement une cervelle d'oiseau, ça sert à rien. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente. Il se peut que ce soit plutôt le contraire, mais ceci va dépendre de l'espèce, d'une espèce à l'autre. Quand on parle de comportement social chez les oiseaux, on parle du décret de la sociabilité variant selon justement chaque espèce, chaque saison, chaque endroit aussi. Certains oiseaux vont être plutôt solitaires, d'autres vont se regrouper plutôt en printemps, par exemple en Europe. Puis il y en a d'autres qui vont migrer ensemble pendant l'hiver. D'autres, au contraire, ils vont se dire, ils vont rester sociables toute l'année, à l'époque des nids, comme on a un oiseau qui s'appelle un cacique de Montezuma, qu'on connaît en espagnol comme Oropendula, donc ce sont des oiseaux qui vont avoir plutôt une vie principalement sociable. Il y a certains petits passereaux qui aiment le contact physique avec leurs voisins et qui vont se percher tous sur la même branche. Et d'autres, il y a justement des espèces qui vont plutôt avoir une hiérarchie sociale. Seulement les oiseaux dominants vont être au sommet. Par exemple, les mâles les plus doués vont rester tout en haut. Après, il y aura les oiseaux qui vont occuper des positions inférieures. Ce seront des oiseaux plutôt dominés. Et ceci va justement limiter les querelles, les problèmes entre d'autres oiseaux, entre plusieurs espèces d'oiseaux. Il y a aussi les chants qui s'utilisent principalement pour communiquer entre eux. Donc, il est très important de savoir que les oiseaux ne possèdent pas des cordes vocales. Ils sont néanmoins pourvus d'un organe de phonation spécialisé
comme les simplolaires, situé à la base de la trachée, le cernox. C'est lui comporte deux cavités que les oiseaux ont utilisées pour produire des sons d'une justement extrême complexité. Hein. Et puis, nous savons un autre thème très important. Moi, je vous parle ici de la migration. Je ne voulais pas laisser ce thème de côté parce que je ne sais pas si vous le saviez, Costa Rica compte d'une grande quantité d'oiseaux migrateurs. Et c'est pour ça qu'il faut connaître un peu plus de quoi il s'agit. Donc, la migration est d'abord une adaptation, c'est ça la cause principale, c'est que c'est une adaptation à un manque des ressources alimentaires dans les régions où les oiseaux se trouvent, dans une saison aussi, ça peut être l'hiver ou même la sécheresse, et elle entraîne alors la disparition des proies ou des végétaux dont les oiseaux dépendent pour survivre. Les oiseaux dits sédentaires restent toute l'année dans leur même habitat, mais la moitié des oiseaux d'espèces dans le monde entier partagent la vie entre deux endroits en fait. Ils vont migrer dans d'autres régions géographiques à des intervalles réguliers. Et une pénurie saisonnière de nourriture est généralement signe du départ vers les cieux un peu plus clément, un peu plus moins hostile. Dans les pays où le climat est tempéré, la nourriture est abondante presque toute l'année. Il y a juste des endroits où les journées sont plus courtes, surtout pour manger. Donc les oiseaux, ils vont partir chercher ailleurs. Hein. On a beaucoup d'espèces en Europe qui vont chercher des ressources alimentaires ailleurs quand il y a l'hiver ici. Il y a des oiseaux qui migrent même jusqu'en Amérique. Mais comment les oiseaux vont avoir une orientation comment font-ils pour savoir où aller hein. Donc il y a les oiseaux qui font preuve d'un prodigieux sens de l'orientation. En 1952, il y a quelqu'un qui a capturé un oiseau, c'est un parfum des Anglais, et justement dans une île qui s'appelle Stockholm. Et après, ils ont mis une petite vague, ils ont transporté justement outre-Atlantique l'oiseau, et après ils l'ont relâché. Donc à plus des 5000 km de chez lui, on l'a laissé partir, et 12 jours plus tard, l'oiseau, on l'a trouvé sain et sauf sur son île natale. Donc les spécialistes savent que certains oiseaux naviguent en se guidant grâce au soleil pendant la journée, et puis la nuit, ils se guident grâce aux étoiles. La majorité d'oiseaux migrent la nuit, on ne les voit pas vraiment, et puis on a des oiseaux plutôt comme des rapaces qui migrent pendant la journée. Il y a deux oiseaux aussi qui vont utiliser un champ magnétique terrestre pour s'orienter, et quoique ces facultés sensorielles soient innées, les oiseaux migrateurs apprennent aussi par expérience et finissent par se familiariser avec les régions qu'ils vont survoler, et ils se laissent porter par les courants aériens et marins, ils se guident selon les changements climatiques aussi, et ils vont suivre les passages d'autres oiseaux tels qu'on les voit sur cette carte de l'Amérique, où on a beaucoup d'oiseaux qui migrent du nord vers le sud, qui viennent jusqu'en Amérique centrale, qui vont continuer jusqu'à l'Amérique du Sud, quelques-uns qui restent au Costa Rica pour se reproduire, et d'autres qui vont faire plutôt l'inverse. Mais la migration sud au nord, elle est moins connue et moins utilisée par les oiseaux. Il y a des stratégies pour chaque migration. Chaque oiseau a justement ses stratégies. Les passereaux, les plus petits oiseaux, ils vont voyager par étapes, parce qu'il s'agit de tout petits, d'environ 320 km à la fois, pas plus. Et ils vont faire des petites escales si le temps va devenir menaçant. Un grand nombre d'oiseaux peuvent aussi se retrouver en transit au même endroit, et en attendant justement une accalmie, et par conséquent, ils arrivent fréquemment par des vagues. L'arrivée soudaine des milliers d'oiseaux migrateurs offre un spectacle dont moi j'essaie d'en profiter au maximum, et vous pourriez le faire aussi au Costa Rica. On a des oiseaux qui parcourent d'incroyables distances, jusqu'à 1500 km par jour, sans faire d'escale. Ça, c'est l'exemple, par exemple, l'exemple de l'hirondelle cheminée, qui figure comme la championne du monde, parce qu'elle a pu faire jusqu'à 10 000 km chaque année depuis le nord de l'Europe jusqu'en Afrique du Sud. Un tout petit oiseau comme une hirondelle. Donc imaginez-vous, il y a d'autres espèces différentes qui vont faire des migrations jusqu'en Russie ou ailleurs.
Il y a des irruptions, donc moi j'ai mis les mots irruption dans cette présentation parce que les déplacements d'oiseaux ne sont pas toujours des mouvements migratoires. Il arrive que l'on observe des oiseaux en région où ils sont normalement absents, ce qui arrive très souvent au Costa Rica. Ces déplacements sont appelés des irruptions. Ce sont dans la plupart dus à une pénurie de ressources alimentaires qui force l'oiseau à partir. Mais ce n'est pas vraiment considéré comme une migration. Et je vous ai mis cette photo. Oui, il y a des noms qui sont en espagnol, parce que c'était la seule carte qui pouvait un peu illustrer la migration que nous avons au Costa Rica, ce qui est incroyable. Je ne sais pas si vous le saviez, mais au mois d'octobre, au cours d'octobre, la plaine côtière du Costa Rica, la plaine côtière des Caraïbes, principalement, devient l'un des couloirs des rapaces migrateurs, l'un des plus importants au monde. Et pendant ces temps-là, c'est un spectacle naturel unique. On peut observer les passages de plus de 3 millions d'oiseaux, de rapaces, dont 17 espèces différentes. Et on peut dire également, d'après les scientifiques, qu'il y a plus de 500 000 individus qui ont été enregistrés en une seule journée. Ça, c'est Pablo Camacho, le président de Rapaces du Costa Rica, qui a partagé ces informations avec moi. Et pendant le mois de septembre, octobre, novembre, on observe dans le ciel des Caraïbes justement ces phénomènes incroyables, comme on le fait avec le baleine au sud du Costa Rica. Quand on voit cette migration, les oiseaux migrent également pendant cette période-là. Et puis, moi, je vais m'arrêter ici et je vous ferai une deuxième vidéo avec les informations en lien avec l'homme et les oiseaux.